Bonjour Monsieur Lebert. Bonjour. Afin que l'on vous connaisse un peu mieux et que les nouvelles générations vous connaissent beaucoup mieux et que d'autres vous redécouvrent également, ma première question c'était sur votre parcours de judoka et quel genre de judoka étiez-vous et notamment compétiteur puisque vous avez commencé par la compétition. Oui, oui, j'ai commencé par la compétition, c'est-à-dire que la compétition, je l'ai fait au bout d'un an. Ma première compétition au championnat d'Île-de-France, j'avais 1 an et 2 mois de judo. Alors j'ai pas fait premier évidemment, mais j'avais entendu dans le vestiaire, j'avais 2 professeurs, il y en a un qui disait à l'autre, dit de toute façon il n'ira pas loin. Et bon, j'étais ceinture verte, j'ai quand même battu une ceinture verte, une ceinture bleue, je me suis fait battre par une ceinture marron. Vous étiez combatif? Vous étiez Ah plutôt... oui, moi j'attaquais tout le temps. Vous étiez un compétiteur hargneux. Et dans le temps, c'était 1 minute, 2 hippons. On avait 1 minute et il fallait marquer 2 hippons. C'était les règles de l'époque? C'était les règles de l'époque, oui. Oui, il fallait... Bon, si on marquait un hippon ou un wasari, on gagnait quand même, au bout de la minute. Mais si on voulait finir avant, ben, il fallait marquer 2 hippons. C'était dans le cadre de toute catégorie ou... Ben non, j'étais junior. Et en toute catégorie, c'était la même chose, hein, 1 minute, 2 hippons. Très bien. Voilà. Parizet et Coquille ont fait 11 prolongations de 1 minute. Et ils ont fait match nul, ils ont été nommés champions de France tous les 2. Parce que pour que nos auditeurs comprennent bien, à l'époque c'était des combats de combien de minutes? 1 minute? Ouais, et 2 hippons. Avec chaque fois prolongation? La prolongation, s'il n'y avait pas hippon, c'est rien. D'accord, il n'y avait pas hippon, il n'y avait pas de décision. Ils ont fait la même chose au Japon. D'accord. Il y a eu un championnat du Japon, ils ont fait 2 prolongations, mais là c'était 20 minutes. Chaque prolongation. Mais il n'y avait pas de décision pour donner la victoire à celui qui était le meilleur. Il fallait le hippon ou le wasari. Voilà, quand ils ont fait 1 heure de judo au championnat du Japon, il y en a 2 qui ont été déclarés champions du Japon. Et l'année d'après, en France, c'est arrivé aussi, avec Parizet et Coquille, en 1955. Et les coca, les yuko, ça existait ou pas? Ah, ça n'existait pas. Wasari, hippon, c'était tout. D'accord. C'était mieux comme ça. Mais bon, peut-être qu'on attaquait plus, ou enfin, à l'époque, moi j'attaquais tout le temps, j'arrêtais pas. Donc vous avez eu une carrière, vous avez été champion de France, champion d'Europe, en toute catégorie et moyenne catégorie, puisqu'il y avait 3 catégories, si je ne me trompe pas à l'époque. Ouais, en moyenne, j'étais champion d'Europe. En 63, si je ne me trompe pas. C'est ça. Vous avez arrêté votre carrière à quel âge de compétiteur? Ben, 29 ans, après les championnats d'Europe de Madrid, où j'ai attrapé un virus, ça va, et après je ne pouvais plus m'entraîner. J'étais champion de France, donc sélectionné pour les championnats du monde, et je n'ai pas pu y aller, parce que j'étais malade. C'était en quelle année ça? 65, 65. Rio de Janeiro. D'où la reconversion technique ou... Non, non, après en 63, j'ai été nommé entraîneur national adjoint. Et j'étais entraîneur et combattant. On n'était pas le seul, hein, on était 4 entraîneurs. Grossin, Lesturlon et moi. Vous aviez quel âge? 63, 26 ans. Et on arrive à se faire respecter en équipe de France? Ah Où bah, on arrive à tirer ouais. toute légitimité? Ah bah oui, pas de problème. À l'époque, on nous écoutait. Hein. Vous pensez que c'est possible à l'heure actuelle? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'était dans le cadre du bataillon de Joinville ou c'était... Non, c'était dans le cadre de la fédération. Entraîneur de l'équipe senior. D'accord. Ouais, on s'entraînait nous-mêmes aussi. En même temps, oui. Vous faisiez partie des premiers entraîneurs nationaux, non? Non, il y avait Parizet, Courtine et Pelletier. Et après, il y avait nous. Ils avaient le titre d'entraîneurs nationaux? Oui. Oui. Et après, nous, on a été entraîneurs nationaux adjoints. Mais il n'y avait pas d'entraîneur national. On était adjoints.
Je veux dire que moi je l'ai connu, M. Lebert, quand j'étais à l'INSEP, j'étais cadet et il était entraîneur national. Ouais. En 63, j'ai commencé. Non, mais il n'y avait pas de problème, se faire respecter, même pas y penser. On était là pour faire l'entraînement et on s'entraînait nous-mêmes et bon, jamais eu aucun problème. Hein. Si je pose la question, c'est peut-être pour savoir si à l'heure actuelle ça serait possible. Puisque si on prend Teddy Riner, je pense qu'il se ferait respecter. Je crois. Hein. Il y a pas mal de gens qui sont entraîneurs nationaux qui sont relativement jeunes. Hein. Ouais. Non, bon. Qui arrêtent leur carrière. Et dans au cours de ces entraînements-là, il y avait des intervenants extérieurs qui venaient, ou vous étiez tous les quatre entraîneurs nationaux? Ah, on n'était que quatre. Hein. On faisait l'entraînement, peut-être chacun son tour, je ne me souviens plus comment c'était. On en avait un qui prenait l'entraînement. Et vous en faisiez combien par semaine? Tous les jours. Hein. Tous les jours. Ah, ouais. Tous les jours. Et des fois, on avait des cours le matin aussi, des cours techniques. Mais ces jeunes-là étaient dans quel cadre? Je veux dire, parce qu'à l'époque, les gens s'entraînaient au Central ou à l'INSEP, mais les athlètes, c'était des gens de Paris ou c'était des gens qui venaient de province et qui restaient comme c'est actuellement? Ah, des fois, il y en avait de province là, qui venaient à l'INSEP. En général, ceux de la région parisienne au Central. Mais bon, des fois, il peut y en avoir d'autres qui venaient. Hein. C'était ouvert à tout ce qu'ils pouvaient, sauf que, par la force des choses, c'était surtout les Parisiens. Après, il y a eu Gruel avec nous, ouais. Qui était entraîneur national aussi. Le fait d'être parisien était un avantage à l'époque? Ah bah oui, on avait tout sur place. C'était la seule structure. Ouais. C'est bien après qu'il y a eu les pôles régionaux. Des pôles régionaux. Ouais. Il y avait par exemple le Moine qui était tout seul dans son coin, en Bretagne, et il était aussi fort que nous. Il s'entraînait tout seul, hein, dans son club. Bon, bah, c'est une force de la nature aussi. Puis vous êtes venu au Qatar, à quel moment? C'est-à-dire qu'il fallait un entraîneur national qui se déplace en province. Et comme j'étais le partenaire de Parizet, Courtine et Peltier, et ben, après j'ai su faire ce qu'il faisait. Hein. Et comme j'étais le seul à me déplacer en province, les autres, je crois qu'ils ne voulaient pas, ou ne voulaient pas faire de cours aux profs, j'ai enseigné les katas comme ça. C'est eux qui vous ont appris, vraiment? Comment? C'est eux qui vous ont enseigné la technique, puisqu'on apprend la technique par rapport à des référents. Le Nageno kata, on le connaissait, puisqu'il fallait pour le premier dan. Donc, il n'y avait pas de problème. Ensuite, le katameno, il fallait pour le deuxième dan. On l'a appris. Puis quand j'allais en province, on me demandait de l'enseigner, je faisais. Et après, il y a monsieur, comment il s'appelle, Roussel, qui m'a fait venir à Marly-le-Roi. Et il avait besoin d'un partenaire pour le Juno Kata, Koshiki no Kata et Itsusu no Kata. J'avais 29 ans, je sortais de la compétition. Et au bout d'un mois, il me dit, mais faites attention, mon sang Jacques. Je mélangeais tout, quoi, les 3 derniers katas. Bon, le kimeno, il nous le fallait pour le professorat de judo. Mais bon, on l'a appris aussi. Puis avec M. Awazu, on les a appris. Et ensuite, il fallait le judo kata pour les filles, pour passer le premier dan. Alors, quand j'allais en province, il n'y avait pas de judo qui comptait, c'était que le kata, que le judo kata. Je me dis, mais il y a quand même beaucoup de choses dans le judo. Alors bon, je faisais le judo kata. Hein. Tous les profs demandaient judo kata pour l'apprendre aux filles, quoi. Parce qu'elle passait qu'avec ça, c'était le seul kata qui passait. Voilà. Et vous trouvez qu'à l'heure actuelle, il y a eu une évolution là, ces dernières années. Oui. Que pensez-vous déjà de l'apprentissage du kata dans les clubs et pour le judo? Ben, c'est bien parce que
le kata, il faut revenir au kata, revenir aux bases. Le kata, c'est une base. Il faut revenir aux bases quand on a perdu son mouvement. Il faut refaire un peu de kata, voilà, comme revenir aux bases de la technique aussi. Par exemple, celui qui connaît le Gokyo, voilà, il a toutes les bases déjà. Alors le kata, c'est mettre les mouvements les uns derrière les autres. Dans le Nageno kata, quand on connaît le Gokyo, on connaît tout. C'est pas dur de faire le kata. Il faut se rappeler qu'est-ce qui vient après l'autre. Voilà. Et vous pensez que c'est appris dans les clubs? Non. On incite les... Plus Vous avez maintenant. peut-être fait le tour de beaucoup de clubs en France? Ouais, plus maintenant. Votre sentiment? Non, les ceintures, elles sont distribuées. Elles sont plus passées. C'est dommage. Bon, il y a des clubs qui le font. Elles ne sont pas nombreux. Ça veut dire que dans les examens de kata que vous voyez une grande disparité de niveau oui. des gens qui se présentent, Oui, oui. parce que les gens n'ont pas cette culture ou ce travail préalable. Ils viennent apprendre le kata 15 jours avant. C'est pas possible de passer. En 15 jours, et puis ils sont trop jeunes souvent. Ils passent à 13-14 ans, le kata. Bon, bah, moi je dis c'est pas bon. Hein. Il faut 16 ans, 16-17 ans pour le kata. Et pour le premier dan aussi. Est-ce qu'on pourrait faire la même critique au Japon? Vous y êtes allé? Ouais, c'est pas la même chose du tout. Ils Oui. gardent toujours cet apprentissage technique et le passage des grades? Mais ils connaissent pas trop les katas au Japon. Ils connaissent pas trop. C'est-à-dire que les professeurs, eux, ils le connaissent, oui. Mais je vois les Japonais qui sont venus en France, ils l'apprennent après. Ils retournent au Japon, et là ils l'apprennent parce que nous on le connaît un peu, quoi. Et bon, s'ils veulent rester au-dessus, il faut qu'ils l'apprennent. Ils connaissent. Par rapport aux autres pays, est-ce qu'on n'est pas un pays où effectivement nous on laisse une place importante au niveau des katas, en particulier dans les examens? Est-ce que c'est l'équivalent, par exemple, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, etc.? Maintenant, il y a des championnats. Ouais. Des championnats de kata. Oui, mais c'est très J'ai récent. peur que ça fasse dévier un peu les katas. C'est récent. Parce que il y a des choses qui ne me plaisent pas trop. J'avais une question, moi, concernant. Ouais. Je me posais la question, est-ce que, selon vous, ces compétitions kata, ça ne va pas amener à du kata spectacle? Oui, c'est possible. Comme un peu le jujutsu, quoi. Là, il y a eu une déviance. Et celui ou celle qui criait le plus avait la meilleure note. J'étais un peu jury au départ, et puis bon, voilà, ça ne me plaisait pas. Je dis non, je continue pas, parce que c'est pas mon esprit, c'est pas mon idée. Et dans le championnat de kata, bon, bah, je pense qu'ils ne font pas assez attention à la technique, au placement. Alors si le placement n'est pas bon, c'est des fautes. Et puis, on note pas vraiment le kata, on note les fautes. Alors si, par exemple, on a -5, on a -3, et ça me plaît pas, ça. Voilà. On note pas un ensemble? Non, il y a des fautes, des grosses fautes, des petites fautes, et puis on fait le total à la fin. Voilà, le kata peut être mieux fait, et s'il y a trop de fautes, ben, on n'est pas à la bonne place. Est-ce que dans les jurys d'examen, ça ne se passe pas de la même manière? Pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait. Bon, et puis ça dépend du jury aussi. Le jury note pas tous pareil. C'est dommage, il n'y a pas d'unité dans le jury. C'est difficile. Pourquoi avoir choisi la forme Kodokan à l'heure actuelle pour Pour l'apprentissage? les katas, Pour les katas. ouais, ben c'est Shigeru Kano qui a créé le judo, qui a fait les katas. Alors c'est son école, Kodokan. C'est la première école de Shigeru Kano. Alors bon, c'est vrai qu'ils sont bons quand même au Kodokan. C'est un peu l'école. Hein. C'est marrant, enfin, c'est étonnant parce que on voit que le judo compétition a énormément évolué. Oui. Le judo enseignement aussi auprès des enfants a beaucoup évolué. On a divisé par 2 les ceintures, hein, on a fait des ceintures jaune-blanche, etc. Oui. Et par contre,
Et ce que je crois avoir compris que vous trouvez intéressant, hein, cette évolution du judo, parce que vous dites, je vous ai entendu dire, il y a de belles choses dans les championnats, on voit de beaux mouvements, on voit de beaux athlètes qui travaillent bien, etc. Donc cette évolution, finalement, elle n'est pas si mal. Et à l'inverse, le kata, il faut que ça reste la tradition de Kano, en principe, pour conserver les bonnes bases, c'est ça l'idée? En principe, oui. Gesing, il voulait faire changer le Nageno, faire les mouvements qui se faisaient en compétition. Mais ça, c'est difficile, quoi. Je crois qu'il faut rester sur ce que Kano a créé, hein, parce que c'est toujours d'actualité. Hein.